Il est tôt. Ce matin, vous vous êtes réveillé un peu désorienté et fatigué. Dans votre appartement, vous parcourez le long couloir qui mène à la cuisine quand tout à coup, vous entendez un bruit suspect. Qui est chez vous ? Soudain, vous tombez nez à nez avec un homme que vous n'avez jamais vu. Face à votre désarroi, il affirme être votre gendre. C'est bien la meilleure. Que fait-il dans votre appartement de bon matin ? Il a en plus le culot de vous affirmer que vous n'êtes pas chez vous mais chez lui. D'ailleurs, pourquoi les murs ont-ils changé de couleur ? Et que fait le canapé de ce côté de la pièce ? Pourquoi le jour décline alors que vous venez de vous lever ? Quelque chose ne colle pas. Des moments comme ça, Anthony en vit constamment. Tout comme lui, le spectateur a perdu ses repères et tente désespérément de comprendre les éléments qui l'entourent et les événements qui se succèdent, s'en mêlent, se superposent. The Father de Florian Zeller, c'est le film dont nous avons envie de parler aujourd'hui. Bonjour RM. Bonjour Marie-Élise. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Father, donc de Florian Zeller. Comme d'habitude, je vais peut-être te demander dans quelles circonstances tu as découvert le film. Quand est-ce que tu l'as découvert, ce que tu en as pensé, on verra peut-être plus tard. Donc je te laisse la parole pour ça. Oui, alors je l'ai visionné pour le podcast parce qu'en fait, tu m'avais proposé ce film. Je savais que Florian Zeller avait eu l'Oscar du meilleur scénario, meilleur scénario adapté pour ce film, et que Anthony Hopkins avait eu l'Oscar du meilleur acteur. Donc de toute façon, je pense qu'un jour ou l'autre, je l'aurais regardé parce que j'aime beaucoup Hopkins en plus, et que Florian Zeller est français. Donc soyons un peu chauvins. Oui, exactement. Chose qui est intéressante et qui m'a surpris d'ailleurs au début quand j'ai vu film français, enfin d'un réal français en tout cas. Donc c'était assez intéressant. C'est ce qui a suscité un peu ma curiosité aussi au départ. Et oui. Et du coup, je l'ai visionné exprès pour le podcast et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film vraiment intéressant. Très bien. Alors moi, j'en avais beaucoup entendu parler, pareil, quand Hopkins a remporté l'Oscar, alors l'année c'était 2020, c'est cette année ou c'est 2021, oui, c'est 2021, c'est les derniers Oscars. On ne dise pas de bêtises. Et du coup, j'ai été curieux de me renseigner sur le projet et de voir la manière dont il allait mettre en scène de manière originale le sujet. Parce que ça peut être très casse-gueule, très pathos, très cliché. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'il a opté pour un traitement qui, moi, vraiment m'a convaincu et m'a fait me dire « Ah, il le traite différemment de ce que j'ai pu voir ». Voilà, moi, c'était ce qui me faisait peur, en fait, c'est que j'avais peur que ça tombe dans le pathos de la fin de vie, qu'on en rajoute 3 couches. C'est ça. C'était un terreau parfait pour ça. C'est un sujet qui nous touche tous plus ou moins à un moment ou à un autre de notre vie. Donc, je pense que c'est toujours forcément, sans parler de démence sénile, mais je veux dire la vieillesse, quoi. Voir des parents ou des grands-parents vieillir, c'est quelque chose qui nous a tous touchés à un moment ou à un autre, je pense. Et c'est ce qui fait que, comme tu dis, c'est casse-gueule, en fait. Parce que si ça sombre dans le pathos... Tu décroches. Voilà. Tu décroches très vite et tu te dis, je vais regarder un documentaire, c'est pareil, quelque part. Voilà. Et on va faire full spoiler, comme d'habitude, on va révéler plein de trucs de l'intrigue. Donc si vous n'avez pas vu le film, on vous invite à le voir avant d'écouter ce podcast. Regardez-le avant parce qu'il est surprenant à plusieurs niveaux, surtout au niveau du traitement en fait, donc de la mise en scène en elle-même. Complètement. Donc regardez-le avant, ce serait dommage de vous spoiler la surprise. C'est ça. Donc c'est un film qui est sorti en France le 26 mai 2021, qui est un film, je vais y arriver, français et anglais en même temps, qui a un budget vraiment petit, c'est-à-dire 5,9 millions d'euros, donc traduit en dollars, ça fait dans les 6 millions de dollars américains, ce qui est vraiment Oui, aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est du film indépendant à ce niveau, c'est vraiment que dalle. Donc avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss et Imogen Poots pour citer uniquement ceux-là. Et donc c'est sur un scénario de Florian Zeller, réalisé par Florian Zeller. Donc scénario de Florian Zeller et Christopher Hampton. Alors je me suis marqué d'après l'œuvre de Christopher Hampton et Florian Zeller, parce que si je dis pas de bêtises, tu me corriges, ils ont bossé ensemble sur la pièce. Alors en réalité, Florian Zeller a écrit la pièce en français. Ok. La pièce a tourné beaucoup. Ils ont eu plusieurs Molières en 2014. Je crois qu'ils ont eu 3 Molières. Ils ont eu le Molière du meilleur acteur, du meilleur comédien pour Robert Hirsch. C'était lui qui tenait donc la tête d'affiche lorsque la pièce était présentée à Paris. Isabelle Gélinas jouait sa fille, donc elle aussi, elle a eu l'Oscar. Et ils ont eu l'Oscar, je crois, de la meilleure pièce, donc en 2014. Et Zeller avait écrit la pièce seul. Il a un jour en fait alors rappelle-moi le nom. Christopher Hampton, je crois. En fait, il a traduit la pièce. Je te dis une bêtise. Et qui est venu assister à la pièce à Paris et qui est venu voir Florian Zeller en lui disant écoute, cette pièce faudrait l'adapter parce que elle a une portée universelle. Clairement. Ce qui est clair. Je pense que ça pourrait se passer dans n'importe quel pays. Oui, n'importe qui peut comprendre. Voilà, c'est pas franco-français du tout comme thématique.
Et donc, du coup, il a été question d'adapter en anglais et la pièce a fonctionné à l'étranger. C'est ce qui a un petit peu donné l'idée à Florian Zeller d'en faire un film. En fait, donc je cite Zeller, hein, « Quand j'ai commencé à écrire Le Père, je me suis connectée à une histoire personnelle. J'ai été élevée par ma grand-mère et je l'ai accompagnée quand elle a traversé ce labyrinthe de démence sénile. Mais je me doutais que le sujet allait concerner énormément de gens. Accompagner la pièce à travers le monde et entendre ses spectateurs partager leurs histoires après les représentations m'a bouleversée, puis projetée dans l'idée d'en faire un film. » Donc voilà, il pensait justement que cet aspect cathartique prendrait une dimension encore plus importante à l'écran. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Je pense même que ça fonctionne... Alors, je n'ai pas vu la pièce. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour voir la pièce, mais en fait, elle est introuvable. Donc du coup je me suis contentée de la lire. Ouais, ce que tu m'as dit. Voilà, j'ai commandé la pièce en bouquin, hein, et je l'ai lue. T'en as pensé quoi de la pièce ? Eh bien, en fait, c'est le film. C'est le film, d'accord. Il y a très peu de choses qui Tu peux pas dire j'ai préféré la pièce écrite. Franchement, non. Il y a pratiquement une très grosse partie des dialogues qui sont les mêmes. D'accord. Je trouve que l'adaptation en anglais est très bien faite. Un bravo au traducteur à ce propos. Oui, parce qu'on rappelle que tu es... Au départ, tu es traductrice. Voilà, je suis ancienne traductrice. Donc maintenant, tu es... je peux le dire, on en a déjà parlé. Je suis prof d'anglais maintenant. Voilà. Donc, ouais, tu es à même de juger cet aspect-là. Même, je sais pas, mais enfin, en tout cas, j'ai trouvé que la traduction en anglais plus que moi, excellente. en tout cas. Plus que moi. Voilà, clairement. Mais oui, voilà, la pièce, en fait... je pense que c'est une excellente pièce, hein, et puis bon, je suis pas la seule à le dire, puisqu'ils ont eu 3 Molières, c'est quand même énorme. Oui. Mais je pense que finalement, ça se prête encore plus au cinéma, que cette histoire est encore plus faite pour le cinéma que pour le théâtre, finalement. D'accord. Alors, c'est idiot à dire, puisqu'à la base, il l'a écrit comme étant une pièce, et il ne songeait pas du tout au cinéma initialement. Mais les codes cinématographiques permettent d'aller encore plus loin dans le délire qu'il a eu à la base, en fait. D'accord. Ouais. Alors oui, c'est donc une pièce qu'il a écrite en 2012, tu m'arrêtes si je fais une erreur, mais je pense pas, qui a été jouée dans de nombreux pays. Et donc The Father, c'est le premier film qu'il réalise, si on compte pas le court-métrage de 2008 intitulé Nos dernières frivolités, que perso j'ai pas vu. Et donc il adapte sa propre pièce avec The Father, et il voulait pas se contenter de filmer du théâtre, mais il voulait au contraire utiliser le média cinéma pour l'exploiter le plus possible, pour encore plus aller plus loin, ce que je disais justement par rapport à la pièce. Il a donc écrit le scénario pour le coup avec Christopher Hampton, celui qui s'était chargé de traduire la pièce, qui est un dramaturge anglais. La pièce a fait l'objet, je ne sais pas si tu le sais, d'une première adaptation au cinéma en 2015 qui s'appelait, que j'ai pas vu, hein, le film je l'ai pas vu, il s'appelait Floride de Philippe Le Guay avec, alors j'ai vu des extraits, ça avait l'air assez librement inspiré quand même. Ouais, apparemment c'est une adaptation très très libre. Voilà, très très libre, je l'ai pas vu donc je peux pas en juger. Je crois que c'était le dernier rôle de Rochefort, hein, d'ailleurs. Il y a Rochefort dedans, très juste. Je crois que c'est le dernier rôle au cinéma de Jean Rochefort. D'accord, paix à son âme, Jean Rochefort, acteur que j'appréciais beaucoup, petit aparté. Et donc Zeller a énormément bataillé pour faire ce film. Déjà, il a fallu qu'il arrive à convaincre la production qu'il était capable de faire le film, parce qu'un premier film, avant qu'on te laisse la possibilité de le faire, c'est compliqué. C'est sûr. D'autant plus qu'il était exclu d'office de toute aide du CNC en France, vu que donc, le CNC, qui est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, il n'avait aussi pas d'aide des chaînes françaises, vu que la production était anglo-saxonne. Donc forcément, il a vraiment galéré à monter le film. Oui, parce qu'en plus, il a eu Hopkins assez tôt, finalement. Oui. Hopkins a été d'accord assez tôt pour faire le film. Donc on se dit, Anthony Hopkins veut faire un film, ça va se bousculer au portillon pour obtenir les financements. Et en fait, pas du tout. Quoi. Non, clairement pas. Ouais. Et moi, j'y reviendrai un petit peu plus tard, personnellement, sur le choix pendant la discussion sur ce que j'ai aimé ou pas sur le choix de Hopkins. Mais donc, grosso modo, t'en as pensé quoi du film ? Qu'est-ce qui t'a plu, déplu un peu Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que justement, c'était pas dans le pathos, mais que on comprenait vraiment la peine ressentie par les aidants. Mais sans en faire trop, justement, c'est distillé à travers le film, et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, on vit vraiment cette perte de repère. Donc, en fait, pour resituer un petit peu, le personnage principal, qui s'appelle Anthony, comme Anthony Hopkins, il l'a nommé comme ça, justement par rapport, parce qu'il voulait Anthony Hopkins pour le rôle. Le personnage principal est atteint de démence sénile. Hein. Il a atteint... à l'âge de 82 ans ou quelque chose comme ça. Je vais te dire une bêtise si je te dis son âge. Et donc, du coup, il perd un petit peu ses repères.
Et on le vit avec lui, en fait. C'est-à-dire que le spectateur, au même titre que le personnage principal, n'a aucun repère. Et on voit les choses à travers ses yeux à lui. Et ça, je pense que c'est la force principale du film, c'est-à-dire que ça nous donne... C'est profondément humain parce que ça nous permet d'avoir son point de vue à lui et de comprendre sa frustration à lui. Là où beaucoup de films se baseraient sur le point de vue des aidants et des personnes qui s'occupent du papy, ce qui est aussi un point de vue tout à fait valide et intéressant à explorer, je ne dis pas le contraire. Mais ça a été plus fait. vu, plus vu. Là, on a vraiment le point de vue de la personne qui est en train de perdre ses repères et de perdre les pédales. Et je trouve que du point de vue, ça suscite une empathie terrible pour ce personnage, parce qu'en fait, nous, on n'a jamais été atteint de démence sénile, donc c'est très difficile d'imaginer ce que peut ressentir quelqu'un qui est atteint de ces maladies-là. Et c'est ce qui est beau ici, c'est que ça prend tout son sens. Quand on voit le film à travers ses yeux, on comprend ses réactions. Là où les autres, qui n'ont pas son point de vue, ne comprennent pas ses réactions. Et là où dans la vraie vie, on ne comprendrait pas les réactions de cette personne. On dirait, mais qu'est-ce qui est... C'est ça qui est terrible en regardant le film, c'est que tu te dis que tu peux être du côté pas des méchants du film, mais du côté de ceux qui comprennent pas, alors que le film te le fait comprendre, mais tu te dis, dans la réalité, je ferai partie de ceux qui ne le comprennent pas, vu que je le vivrai pas, en fait. Exactement. Et du coup, ça ramène à la solitude du personnage, qui inexorablement ne peut être compris que par lui-même, en fait, quelque part. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma aussi, c'est parce que ça nous permet d'être de vivre quelque chose qu'on ne vivrait jamais en réalité. Ouais. Et d'arriver à prendre un peu de recul sur ce qu'on pense savoir du monde et de se dire... Complètement. Ouais, ok, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais ça élargit un petit peu mes horizons et ça me permet de faire preuve de plus d'empathie, en fait, clairement. Non, c'est clair, clairement. Et moi, là, c'est ce que dans ce que j'ai aimé, c'est la perte de repères que nous, spectateurs, on subit en même temps que le personnage, qui, pour moi, est le meilleur moyen de nous faire comprendre subjectivement ce qu'il vit. Oui. Et l'utilisation des lieux aussi, j'ai beaucoup aimé la façon dont il utilise les lieux pour nous perdre. Ça devient presque un piège, l'appartement. Et ce que j'ai aimé, c'est que Zeller, il traite de la maladie du personnage, c'est ce que tu disais, via son prisme à lui, pas par suite ses proches. Et il voulait vraiment que le film soit comme un puzzle pour nous, qui nous manque toujours une pièce. C'est-à-dire qu'il s'est toujours arrangé que quand on pense avoir compris en tant que spectateur ce qui va au début, au milieu, à la fin, on a un élément qui nous perturbe et qu'on dise mais non, ça colle pas parce que ça raccorde pas avec ci, ça raccorde pas avec ça. Et clairement, son but, c'était que tout raisonnement de notre part aboutisse à comment on appelle ça ? Un non-sens. À une impasse. Voilà, une impasse. Et le but derrière ce procédé, c'est que tout comme le malade, on finisse par lâcher prise et aller plus vers un ressenti des choses que vers une compréhension des choses. Et ça permet au spectateur d'avoir une lecture non plus rationnelle, mais plutôt émotionnelle des événements. Et là, je trouve que ça marche, par rapport à son intention, ça marche complètement. Le point culminant de cet état d'esprit, c'est ce que je me suis marqué, c'est la réplique d'Anthony quand il dit « j'ai l'impression de perdre toutes mes feuilles », en fait. Et c'est très, très parlant, je trouve. Même si l'image peut paraître... Même Zeller, il dit lui-même, dans le magazine où j'ai lu l'interview, il dit lui-même, c'est une phrase qui peut paraître bizarre, mais dans le cadre du film, on la comprend, parce que c'est ce qu'il ressent émotionnellement, et il le traduit comme ça. Et dans cet état d'esprit, Zeller, il a fait en sorte que plusieurs scènes se répètent, mais que le déroulé de la scène change très légèrement. Je pense même si on... Ouais, on pense à la même scène, je pense. Voilà, c'est la scène des courses. J'imagine que tu l'as en tête aussi. Moi, j'ai celle-là, les sacs de courses, notamment. Je pensais aussi à celle du repas. Et celle du repas avec alors lui, le gendre, si je dis pas de bêtises. Ça, on est perdu. Les visages changent. Le début, on se rend compte que le début est à la fois la fin, est à la fois le début. Enfin, on est paumé. Et du coup, on sait plus si on est devant la réalité, devant un fantasme, devant un événement passé ou présent. Je m'étais marqué l'exemple des sacs de courses. On a Anthony Hopkins, Anthony, qui remarque des sacs de courses sur la table. Un peu plus tard, on est dans un autre appartement, apparemment. On voit sa fille Anne qui arrive dans la cuisine et pose ces mêmes sacs. Le spectateur peut donc croire que ça y est, on a assemblé le puzzle, qu'en fait, on est avant la scène d'Anthony, donc elle pose les sacs qu'il va voir après. Sauf que on est plus tard dans le récit et que cette superposition apparemment logique constitue un contresens d'espace et de temps. Et c'est vraiment ce qui intéresse Zeller, c'est nous faire douter en permanence de ce que voit et vit en fait le personnage. Et je sais pas si tu voulais rajouter un truc par rapport à ça. Oui, en fait, l'idée de la pièce manquante du puzzle et le fait que ça s'imbrique jamais complètement, c'est voulu et ça paraît frustrant.
Complètement. Mais en fait, c'est logique qu'on n'obtienne aucune réponse nous-mêmes parce que le personnage d'Hopkins, il en obtient aucune, lui. Oui. Et l'objectif, c'est quand même de nous mettre de son point de vue à lui. Donc, pour vivre son expérience jusqu'au bout, il est important que les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas totalement à la fin. Et je veux bien souligner le fait que c'est pas un défaut d'écriture ou de la fainéantise de la part de l'auteur. Non, clairement pas. Ça parce se que voit. des fois, en fait, dans des mauvais polars, on va te dire, pour te justifier la fin, on t'explique pas tout et on te dit non, mais c'est pour te déstabiliser, alors qu'en fait, ils ont juste pas pensé une fin, quoi. Non, mais je rigole, mais ça arrive. T'as un film en tête, non? J'ai pas forcément un film en tête, j'ai des bouquins en tête. Je réfléchis, ouais. Mais c'est déjà arrivé où je me suis dit non, mais là, c'est fainéant, en fait, quoi. Ouais, t'as juste. C'est trop facile de dire ah oui, mais c'est pour te déstabiliser. Ou d'un seul coup, par exemple, t'as eu un film qui était tout à fait logique et avec des éléments qui auraient tout à fait pu arriver dans la vraie vie, et paf, à 10 minutes de la fin, on te dit non, mais c'est surnaturel, en fait. Ouais. C'est un peu facile, tu vois. Complètement. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est ni de la fainéantise, voilà, un défaut d'écriture. C'est vraiment justifié et voulu. En fait, on finit par se laisser porter et accepter que cette perte de repère, même si le malaise il subsiste jusqu'à la fin, on finit par accepter que voilà, va falloir se laisser porter et pas essayer de tout comprendre. Et ça marche. Je trouve que ça marche. Ça marche stade, très tu bien. dis bon, je lâche l'affaire. J'ai pas tout compris, mais je lâche l'affaire. Mais c'est en fait ce qui est vraiment dérangeant, c'est que je trouve que par moments, ça prend presque des allures de thriller, quoi. Ah mais oui, c'est un thriller paranoïaque pour moi ce film. J'arrive pas à le décrire comme drame. Tu vois, c'est plus. Moi, ça m'a rappelé un peu des trucs genre Rosemary's Baby. Alors j'ai pas vu Rosemary Polanski, c'est ça? Ouais, Polanski ou Get Out, tu vois, ou certains films comme ça d'horreur où tu te retrouves dans une situation où ça paraît familier, mais il y a juste des petits trucs comme ça qui te font dire non, mais il y a un truc Alors qui cloche. moi ça m'a un peu rappelé, tu vas rire, le parallèle est peut-être bizarre, à la fois Stephen King dans sa façon qu'il a de faire surgir des petits détails anormaux dans le quotidien le plus banal et ça fout tout en l'air, et à la fois Darren Aronofsky. Oui. J'ai beaucoup retrouvé dans cette façon en fait de nous faire ressentir ce que le personnage traverse via ses yeux. Ouais. Requiem for a Dream, Mother plus récemment, Pi à la limite. Mother, il y a de ça, hein, le côté la maison un peu qui... Alors on va peut-être pas spoiler Mother, on va faire attention, mais oui, au moins ça. Cette espèce de maison presque vivante dans laquelle elle vit et qu'elle reconnaît pas totalement. Voilà, et que des petites choses se passent, des petits bruits interviennent et avec une petite perte de repères. En fait, il y a toujours quelque chose d'étrange et de dérangeant, mais t'arrives pas tout à fait à mettre le doigt dessus. C'est ça, exactement. C'est ça qui est super bien fait. Je serais très surpris qu'il ait pas été influencé par le cinéma d'Aronofsky. Je serais très surpris parce que... Florian, j'ai vraiment si tu vu nous écoutes. Ouais, je sais pas, ouais. Tu pourrais nous dire. Il y a peu de chance, mais mais en tout cas, je serais très curieux d'avoir son avis là-dessus, ou si c'est inconscient, ça se peut aussi. On sait tous que personne n'invente quelque chose. Oui, là, on est forcément influencé d'un côté ou d'un autre. Aujourd'hui, tu es obligé d'être influencé par quelque chose. Et il y a vraiment, alors pas dans la façon de filmer, pas dans la façon d'avoir un montage nerveux, mais cette façon je vais pas dire s'acharner sur le personnage, mais de le mettre vraiment en péril et de le mettre émotionnellement en danger. Je trouve que ça ressemble à du Aronofsky, où vraiment, en plus Hopkins, on l'a pas dit, mais on enfonce une porte ouverte. Son interprétation est parfaite. Il est magistral. Voilà, encore une fois, c'était vraiment casse-gueule pourtant. Oui. Et tu parlais de la maison dans Mother. Sur The Father, tu vois, c'est la façon dont l'appartement, il voulait en faire un personnage vraiment à part entière. Il voulait éviter les réflexes automatiques qu'on peut avoir souvent en adaptant une pièce, c'est-à-dire juste mettre des scènes extérieures pour dire « Ah, vous avez vu, c'est pas du théâtre ». Là, il a même fait l'inverse. Il a assumé de tout le temps tourner quasiment... Il y a quelques scènes dehors, mais très très vite, quoi. C'est tout le temps dans l'appart. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de scène dehors. Tu vois à travers la fenêtre. T'as une scène au début où on voit sa fille qui sort dehors dans la rue. Ah, c'est un petit travelling, elle rentre dans la voiture. Je crois que c'est quasiment l'un des seuls moments. Ouais, ça dure 10 secondes. Quoi. Sinon, t'as la salle du médecin, mais vraiment, on reste en intérieur. En fait, il y a vraiment 3 gros décors. Il y a l'appartement d'Anthony, l'appartement d'Anne et l'hôpital. Donc Anne, c'est sa fille. Hein. Ouais. Mais ces 3 lieux, en fait, ce qui est vraiment bien fait, c'est qu'ils se ressemblent beaucoup d'un point de vue architectural. Donc, si on change de décor, on s'en rend pas forcément compte. Non. Comme lui, en fait. C'est-à-dire qu'on est paumé, on sait jamais où on est. Ça, c'est vraiment bien vu. Et ça, c'est vraiment bien fait. Quand tu y réfléchis, c'est bête comme idée. Enfin, c'est bête. Non, c'est pas bête. C'est très simple comme idée. C'est se dire, les 3 lieux, c'est les mêmes, en fait. Mais en fait, oui, c'est totalement cohérent en termes de narration. En fait, on ressent toujours cette espèce de malaise, comme si quelque chose n'allait pas. Et on met quelques minutes pour mettre le doigt dessus, on se dit mais attends, en fait on a changé de décor. Oui. Mais attends, les murs ils étaient pas de cette couleur. On met un petit moment pour s'en rendre compte, tout est très similaire, donc en fait c'est une sensation très étrange et c'est stressant parce qu'on n'est jamais à l'aise. Comme lui en fait on est complètement désorienté, le décor a l'air familier mais il y a un décalage. Et dans la pièce de théâtre, c'était fait très intelligemment avec le
le média théâtre, avec ce qu'on peut faire sur une scène, parce que forcément les contraintes, on est un petit peu plus limité sur une scène par rapport à une pièce de théâtre sur ce qu'on peut faire. Je vous lis la didascalie de la troisième, de la scène 3 du père, donc de la pièce de théâtre. C'est à la fois le même salon et un autre. Quelques meubles ont disparu. Au fur et à mesure des scènes, le décor va se dépouiller pour devenir un espace vide et neutre. Anne est seule dans le salon, elle est au téléphone. Et donc Anne, sa fille, elle va justifier les choses. Le père, à un moment, à la fin de la pièce, va dire mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils sont passés où tous les meubles et pourquoi c'est tout blanc ? Et sa fille lui répond mais tu sais que j'aime ce côté très épuré, ça a toujours été comme ça chez moi. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est la même idée qui est reprise dans la pièce dans le film, sauf qu'avec le cinéma, on peut se permettre beaucoup plus de choses parce qu'on n'a pas à faire de changement de décor entre deux scènes, on n'a pas. Donc c'est beaucoup plus simple finalement de nous faire perdre nos repères. Mais l'idée était déjà présente dans la pièce de théâtre, et ça aussi c'est brillant parce que sur une pièce de théâtre, on n'a pas l'habitude de ce genre de code. Elle doit être intéressante à vraiment, j'aurais voir beaucoup aimé la voir. En plus, j'adore Isabelle Gélinas et Robert Hirsch, c'est très très grands acteurs, donc ça m'aurait vraiment plu de la voir. J'espère qu'un jour ils la repasseront. Il y a des chances. Vu le succès du film, c'est pas impossible J'espère. C'est pas impossible. Et du coup, ça devient presque un espace mental qui se transforme perpétuellement, en fait, cet intérieur qui change tout le temps, parce qu'on change de lieu sans le savoir. Enfin, c'est vraiment perturbant. Moi, je sais que j'étais là, mais je comprends pas. Je comprends rien à la logique des lieux. Puis j'ai compris que c'était le but, justement, passer à un stade. Et voilà, t'as des subtiles modifications de couleurs, d'objets, des trucs tout bêtes qui changent. Et les meubles sont plus tout à fait à la même place. C'est ça. Des éléments du décor qui sont réutilisés. Ça aussi, il y a des éléments du décor qui sont réutilisés d'un décor à l'autre. Oui. Donc parfois c'est subtil, ça peut être une lampe ou un petit cadre ou un petit tableau, donc c'est presque subliminal. Mais des fois par contre on le remarque vraiment. Par exemple les chaises de la salle d'attente du médecin qu'on retrouve dans l'appartement de Anne plus tard. Tu vois, j'ai pas fait attention. Je pense qu'il y aurait... moi ça m'a... J'ai dit mais attends, mais c'est... Je suis pas très bon pour mater. Moi, tu vois, il faut que je regarde un film plusieurs fois, que je fasse des pauses, parce que quand on me dit très vite remarquer un truc, je suis à la ramasse. Ces chaises, elles sont particulièrement faites. Alors, elles ont attiré mon attention parce qu'elles ressemblent à des chaises que j'ai chez moi. D'accord. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, on dirait les chaises de mon ancienne cuisine. Et c'est pour ça, probablement, que je les ai repérées. Et du coup, elles sont dans la salle d'attente du médecin. Et quelques scènes plus tard, tu les retrouves chez Anne. Et d'ailleurs, ça le perturbe. Donc même la salle d'attente du médecin, on sait même pas en fait si... Ouais, c'est d'accord, c'est... On sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que le médecin est venu à lui ou est-ce qu'il a vraiment été voir le médecin avec sa fille En fait, voilà, ça nous amène à douter des scènes que tu as vues avant. En fait, est-ce que cette scène a réellement eu lieu ? Est-ce qu'elle a été fantasmée par le personnage ? Est-ce que la scène à laquelle on assiste actuellement est réelle ou est-ce qu'elle est fantasmée aussi ? En fait, tout est possible et il n'y a pas vraiment de réponse. Et c'est très perturbant. En tout cas, comme moi qui aime bien malgré tout avoir un certain contrôle sur les choses, c'est vraiment un des films qui me met mal à l'aise parce que du coup t'es obligé d'accepter que tu comprends plus rien et que tu contrôles pas Comme le personnage. Exactement. Et donc Florian Zeller et le directeur de la photo qui s'appelle Ben Smith-Hard, j'espère que je me trompe pas sur le nom, ils ont cherché à structurer leur cadre pour vraiment transformer l'appartement en labyrinthe. Et en filmant de manière répétitive les mêmes cadrages pour créer une impression d'enfermement, de répétition, de boucle, ça je trouve que ça marche parfaitement. Le thème de la boucle il revient beaucoup. Ouais. Et pour info, le film a entièrement été tourné en studio, en lumière artificielle. Ah oui, d'accord. Et ça je trouve ça vraiment réussi parce que, après c'est leur boulot aussi, mais vraiment tu peux croire que c'est en lumière naturelle et que c'est une lumière très, très blanche, très épurée, d'ailleurs presque médicale des fois en fait, j'ai trouvé d'ailleurs dans le... Je sais pas si c'est conscient de leur part. Non, c'est fait exprès parce que comme à la fin, alors oui, de toute façon on spoil, il n'y a pas de problème. À la fin il finit en maison en maison médicalisée, quoi. Il finit en maison de retraite. Et là, clairement, c'est des lumières plus médicales. Alors, est-ce qu'il en a seulement bougé de cette pièce ? Mais moi, c'est la question que je me pose. Je pense qu'il y est depuis le début, finalement. Est-ce que le film n'est pas que des souvenirs qu'il essaie d'avoir, mais du coup, qui est tellement fragmenté qu'on nous les montre fragmentés ? Est-ce que vraiment... Parce que je veux dire... Mais l'architecture de sa chambre dans la maison de retraite, elle ressemble à l'architecture de sa chambre dans les appartements. Ça, c'est peut-être moi, mon côté contre le fric qui veut trouver, tu vois. Alors que le film te dit ne trouve pas de solution, j'essaie d'en trouver une. Voilà, j'essaie de trouver une logique. Est-ce que moi, je me suis dit, bon, si je veux esprit cartésien, tu vois, la chambre à la fin, en fait, il en a jamais bougé. C'est vraiment le décor de la chambre qu'on a vu. Et si le décor de la chambre s'imprime sur tous les autres décors, c'est qu'il a jamais bougé de cette chambre et qu'il a fait que se remémorer des souvenirs, tu vois. C'est possible. Je me suis dit ça. Maintenant, vu la structure du film et ce qu'il essaie de te dire, je pense que ma théorie, on peut l'oublier. Presque on s'en fout. Presque on s'en fout. C'est contre-productif vis-à-vis de ce que le film essaie de nous dire. En fait, c'est justement l'idée. Comme le perso, faut lâcher prise, plus ressentir le film que
que l'expliquer, parce que tu peux pas l'expliquer. Ça serait même si tu arrivais à trouver une logique étant pure, donné que ça marcherait pas. que tu es dans son esprit, qu'il est atteint de démence, tu peux pas faire sens de ce que tu vois. Je reviens sur ta métaphore du labyrinthe, parce que bon, c'est même le réalisateur lui-même qui a parlé de cette idée de labyrinthe. Souvent, Anthony est filmé dans le couloir. Et on a vraiment cette espèce de profondeur de champ qui donne l'idée qu'on maîtrise pas son environnement et qu'on est dans un appartement trop grand pour lui. Et j'ai visionné une vidéo d'une chaîne américaine qui s'appelle Take Two. Ouais. Et donc, ils ont fait une vidéo sur The Father qui était hyper intéressante et qui disait qu'en fait, l'appartement d'Anthony est une métaphore de son esprit. Quand on observe les plans dans les appartements, on remarque que les portes sont souvent dans le champ, que ce soit au premier plan ou en arrière-plan, et il s'agit souvent de portes doubles. Et donc ça crée de la confusion. Déjà on se demande où mènent ces portes. Comme tu disais, on n'a pas une géographie claire de l'appartement. Ça c'est fait exprès. Impossible. Souvent dans les films, la grammaire visuelle voudrait que on arrive à t'exposer plus ou moins la géographie des lieux, oui, pour que tu saches où tu es quand il y a des longues scènes qui se passent dans un appartement, par exemple. La grammaire visuelle est vraiment... c'est le b.a.-ba du réalisateur, il va arriver à t'exposer les lieux pour que tu comprennes, ah ok, là on est là. Quand tu le dis, c'est vrai que j'ai pas en tête un plan d'ensemble de l'appartement ou un plan général qui... Là on est paumé en fait. Qui te les fait situer dans le... Parce qu'il y a à un moment, il ouvre une porte, c'est un placard. 2 scènes plus tard, il ouvre la même porte, ça donne sur autre chose. Donc du coup, forcément, on est... Il n'y a pas d'exposition. On sait pas où on est. Il n'y a pas de mise en situation avec, comme on verrait d'habitude, un plan général d'un décor avec les persos en situation pour après zoomer sur eux. Parce que souvent, ça se fait de manière très, très subtile, c'est pour ça qu'on ne le remarque pas, mais très souvent, en fait, si tu as un exemple qui n'a rien à voir, mais Maman, j'ai raté l'avion. Très bon film. Très bon film. Non, mais j'adore ce film en réalité. Mais voilà. Maman, j'ai raté l'avion. Il y a au début, il y a toute une partie où, de manière très subtile, on va te faire comprendre comment est composée la maison, où est la chambre de Kevin, où est la chambre de son frangin, où est le salon. Kevin McAllister. Yes. Mais du coup, où se trouve la chaudière, le sous-sol. Cette chaudière me faisait flipper quand j'étais petit. Mais complètement. Parce que derrière, pourquoi tu m'as ramené ça Je vais pas dormir cette nuit maintenant. J'avais oublié. Les casseurs flotteurs. Mais du coup, ça te ramène à... Tu es obligé d'avoir cette géographie parce que pour que derrière les événements qui se passent, pour que tu comprennes bien comment ça se passe et où est-ce qu'ils se font mal et où est-ce qu'il a disposé les pièges et tout ça, c'est hyper important. Parce que, alors, comme tu as dit, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ton exemple n'est pas si bête que ça parce que la maison est un personnage à part entière dans ce film-là parce que vraiment, ça devient le lieu du piège. Et ouais, c'est capital qu'on comprenne la géographie des lieux. Oui, si, tu es obligé de savoir où est située la porte arrière, où est située la porte avant, où sont les escaliers, parce que sinon, tu te représentes pas le truc et ça ne fonctionne pas. Là, dans ce film, on fait l'exact inverse en fait dans The Father, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour que tu ne saches pas où sont situées les pièces, les couloirs, les portes, où est-ce qu'elles mènent ces portes, parce que du coup ça participe au malaise en fait, et donc du coup tu te perds dans ce labyrinthe au même titre que le personnage principal et au même titre que lui se perd dans son labyrinthe de pensée. Ces portes qui s'ouvrent les unes après les autres de manière anarchique et incompréhensible, ces portes qui nous maintiennent aussi désorientés que lui, lorsqu'un personnage quitte la pièce on n'est jamais certain qu'il reviendra. Non. Il peut te dire non mais je sors, je reviens dans 5 minutes. Et en fait, c'est pas du tout le même personnage qui revient. Et ça accentue vraiment la peur de l'abandon que ressent Anthony, mais tu comprends pourquoi il a cette peur de l'abandon. Si on était complètement hors de son point de vue, le fait qu'il panique quand la petite jeune qui s'occupe de lui dit « Non mais attendez, je vais chercher vos médicaments, j'en ai pour 2 minutes ». Et lui, il se met en mode panique complet. « Non, mais sortez pas de la pièce ». Si tu étais d'un point de vue extérieur, tu comprendrais pas ses réactions. Tu dirais « Non mais calme-toi, elle va revenir ». Sauf que là, comme tu vois les choses à travers son point de vue, tu sais qu'elle sort mais qu'elle va peut-être pas revenir. Ou que ça va peut-être être quelqu'un d'autre qui va revenir. Complètement. Donc du coup, ça nous amène à vraiment comprendre ses réactions. Et donc... pour en revenir à cette analyse de la vidéo Take Two par rapport au fait que ça représente le chaos mental, cet appartement, ce labyrinthe représente le chaos mental du personnage, ces portes réduisent souvent les plans et donnent l'impression que le personnage est exclu de l'espace de vie. Il est littéralement entre 2 portes en fait. C'est-à-dire qu'il est jamais totalement dehors et jamais totalement dedans. Si tu regardes la façon dont c'est filmé, très souvent il est isolé par rapport aux autres personnages et il est vraiment exclu de l'espace de vie. Carrément. Et ça nous ramène là aussi à sa peur de l'abandon. C'est subliminal, mais ça c'est le langage visuel qui nous apporte tout ça. Et ça nous ramène à cette sensation d'être un étranger dans sa propre maison. Et par extension, d'être un étranger dans son propre esprit, parce que là, c'est ce qui arrive. Exactement. Voilà. Et l'utilisation de la lumière aussi au fil du film, reflète son esprit qui se dégrade petit à petit.
Souvent, le visage d'Hopkins est que partiellement éclairé. T'as qu'une partie de son visage qui est éclairée et une partie qui est dans l'ombre. Comme pour refléter le fait qu'il perçoit qu'une partie de ce qui se passe, en fait, et qu'il n'est pas totalement éclairé sur tout ce qui arrive dans la maison. Littéralement. Voilà, littéralement. Éclairé, ouais. Et en fait, si tu regardes bien, la fin du film, c'est le seul moment où l'environnement dans lequel Anthony évolue est clairement établi, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il est dans une maison de retraite. Oui. C'est le seul moment où là, on te le dit clairement parce que pour la première fois, on montre au spectateur le lieu avant qui entoure vraiment les personnages, pour les situer. Ouais, avant de le voir à travers les yeux d'Anthony. Donc en fait, pour la première fois du film, l'expérience du spectateur varie par rapport à celle du personnage, et on comprend qu'on est dans un hôpital, et on a tout à coup un autre point de vue, un point de vue extérieur. On ne dépend plus du point de vue du narrateur qui n'est pas fiable. Et ça ajoute à la puissance de la scène finale, finalement, parce qu'on observe Anthony de l'extérieur pour la première fois. Et moi, j'aimerais revenir sur son monologue de la fin, qui m'a tiré les larmes, hein, vraiment, ça m'a bouleversé. Donc, c'est un monologue de 4 minutes. Hopkins, il est magnifique. 4 minutes 4 minutes. Ah, je ne l'ai pas senti aussi long, tu vois. Non. Et en fait, la caméra donc on écoute son monologue où en gros il nous explique qu'il est en train de perdre ses feuilles, qu'il est en train de qu'il comprend plus où il est, et il finit par appeler sa mère. Ça m'a ça m'a déchiré, quoi, vraiment, c'est horrible. Et à la fin de ce monologue, la caméra nous emmène dehors, donc on passe à travers la fenêtre et pour la première fois on se retrouve à l'extérieur, comme si on était sorti du labyrinthe de démence du personnage. Oui, en fait. Exactement, ça ressemble à enfin on a trouvé la sortie. Voilà. Et la sortie, c'est quoi? C'est qu'il se laisse porter, en fait, et il arrête de lutter, quoi. Enfin, moi je l'ai vu comme ça, en tout cas. Ça, ouais. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, donc l'infirmière qui s'occupe de lui le console. Et elle lui dit, mais il faut regardez, il fait beau dehors, donc il faut qu'on en profite maintenant, il faut qu'on sorte maintenant, parce que ça dure jamais. Et ça, j'ai lu des analyses que j'ai trouvées intéressantes. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, c'est une métaphore par rapport au film et à la vie en général. Le message, ici, c'est, profitez-en tant que ça va bien, en fait, parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait, et il faut en profiter tant qu'il fait beau. Voilà, je pense que la métaphore. Puis t'as cette idée de finir sur des arbres avec les feuilles, avec le vent, juste après qu'il ait dit j'ai l'impression de perdre mes feuilles, comme si il les perdait pas, en fait. Enfin, moi je l'ai vu un peu comme ça, que quelque part il a un peu trouvé une forme de paix quelque part avec cette infirmière qui d'ailleurs se comporte presque comme une mère avec lui. Oui. On dirait qu'elle rebondit quand il dit maman. Clairement, elle lui dit viens mon petit. Elle le console comme on consolerait un petit garçon. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Non, c'est clair. Ouais. Et c'est hyper touchant d'ailleurs. Ah ouais, non mais cette scène, c'est là que je dis que ça, pour moi, ça m'évoque Aronofsky dans ce qu'il arrive à susciter comme émotion. Puis Hopkins, la prestation de il bascule jamais dans le ridicule. Non, et là. Je veux dire, ce monologue-là, il est infaisable, en fait. Quoi. C'est un exercice de style pour un acteur qui voudrait se vautrer, en fait. C'est genre, s'il arrive à passer ça... Oui, tu peux tout faire, quoi. Si tu arrives à faire ça, tu peux tout faire. Non, il est impressionnant, parce que le passage où il appelle sa mère, ça pourrait être ridicule, mais vraiment, ça pourrait être vraiment ridicule, ça pourrait être risible, ça pourrait susciter le rire, ce qui est justement ce qu'on veut pas. Et petite remarque, le monologue est quasiment le même ou peut-être même exactement le même. J'ai pas été vérifié mot pour mot, mais il ressemble beaucoup en tout cas dans la pièce. Je sais qu'ils ont viré pas mal de dialogues Il y a des dialogues qui ont été virés parce que visuellement, il y a un passage par exemple où la fille explique qu'elle a rêvé qu'elle l'étranglait. Là, tu le vois. Oui, très juste. Voilà. Très juste. Oui. Parce que en fait, le cinéma te permet de montrer on en revient toujours au même, show don't tell. Voilà. Montrer et ne pas expliquer. Là, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec le cinéma, tu peux te permettre de montrer des choses. Du coup, t'as pas besoin de dialogue pour l'expliquer. On est d'accord. Et par rapport au lieu aussi, j'aimerais revenir à une chose. La palette de couleurs change au cours du film. Donc au début, dans l'appartement d'Anthony, on est dans des tons plutôt chauds, du jaune, du vert. Ouais. Et petit à petit, des éléments de bleu arrivent. On évolue vers des tons plus froids, des teintes bleues, qui nous emmènent lentement mais sûrement vers la chambre d'hôpital, qui elle est très froide, avec des teintes bleues. Alors ça, le réalisateur a bien dit que c'était une volonté de sa part. Et c'est très subtil, mais c'est très bien amené aussi, je trouve. Ah oui, donc ça renforce peut-être mon impression que j'ai eue que... Peut-être qu'il est effectivement dans la chambre d'hôpital. Ça évoquait la chambre de... Bah tu vois, très bien. Super intéressant. Voilà, donc ça c'est pas de moi, je le dis, ça c'est des choses que j'ai trouvées en grattant à droite et à gauche, mais c'est vrai que ça prouve que voilà, rien n'est fait au hasard, et vraiment je trouve que ils ont super bien géré les décors, parce que le fait que ces trois endroits, les 2 appartements et la chambre d'hôpital soient
et une architecture très semblable, mais qui est juste des petits détails qui changent. C'est vraiment ça qui participe au malaise et c'est presque subliminal et c'est tellement bien fait que... Non, c'est super bien fait. C'est ça, vraiment, je trouve que c'est fantastique. Par rapport à ce que j'ai bien aimé sur le film, donc je parlais aussi de l'aspect épuré de l'ensemble, sans esbrouf, des décors et tout, notamment ce qu'il avait fait le directeur de la photo avec le réal. Et j'ai bien aimé le fait que la maladie qui frappe Anthony, elle soit jamais clairement nommée. Enfin, de mémoire, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on dit jamais il a Alzheimer ou il a quelque chose comme ça. On sait que c'est de la démence sénile, mais on sait pas exactement. Moi, j'ai automatiquement pensé à Alzheimer. Après, oui, c'est peut-être parce qu'on va tout de suite penser à ça facilement. Et le réal, lui, se dit convaincu que c'est pas un film sur Alzheimer, même s'il est conscient que finalement ça peut être le cas. Et il déclare que ce qu'il voulait avec le film, c'est que le film il se présente comme étant une chose, mais qu'il ne cesse d'en devenir une autre, qui soit en perpétuelle mutation, enfin transformation. Il a notamment pour cela joué sur la connaissance que le public a de Hopkins, c'est-à-dire à savoir un acteur qui incarne souvent un peu le non-dit, le danger, l'anxiété qui peut provoquer chez le spectateur. Il a essayé d'exploiter ces différentes attentes qu'on a d'Hopkins pour créer des fausses pistes. Et moi, c'est vrai qu'à quelques reprises, je me suis dit... mais est-ce que le personnage est pas finalement même méchant, tu vois, sa réaction qu'il a avec les personnages de se moquer un peu de haute quand il a la nouvelle jeune fille qui vient l'aider. Oui, l'aide-soignante. Voilà, une fois ou deux, il l'envoie un peu chier. Tu te dis, mais est-ce que le personnage est vraiment gentil et tout? C'est vrai que tu sais pas trop, vu la connaissance du ciné qu'on a d'Hopkins dans Le Silence des agneaux, dans Hannibal, dans plein d'autres films. Je n'arrive même plus à... La Faille, ouais, mais il y a plein de films où il est complètement dans le contrôle, en fait. Même dans, je sais pas si tu as vu la série Westworld, au moins la saison 1. La saison 1 est excellente et... je ne vais pas rentrer dans le détail du scénar, mais il a un rôle, justement, il contrôle tout, tu sens qu'il en sait mieux que tout le monde et vraiment, il a ce côté menaçant. Et là, finalement, en faire un personnage qui subit quelque chose, c'est rarement vu, finalement, ouais, c'est un rôle à contre-emploi. Hein. Complètement. Parce que c'est vrai qu'on le connaît tous, notamment pour le rôle d'Hannibal Lecter. Hein. Oui. Et là, en fait, c'est ce qu'expliquait Zeller. Il disait qu'il voulait montrer une autre facette de l'acteur, plus vulnérable. Et comme Anne, donc sa fille, qui ne reconnaît pas son père, hein, et ben le spectateur reconnaît pas tout à fait Hopkins, quoi. Oui, très juste. Voilà, c'est ce qu'il disait en fait. Hein, c'est vraiment. C'est intéressant, justement, c'est l'expérience que je souhaitais proposer au spectateur, hein, dit Zeller, perdre étape par étape quelqu'un qui nous est familier. Et là, il y a un peu de ça, finalement, avec le fait qu'il ait choisi cet acteur-là, au-delà du fait que c'est un monstre sacré du cinéma et qu'il est, qu'il est juste excellent, il n'y a pas d'autre mot. On assiste au déclin de ce personnage de façon encore plus... Carrément. Ouais, non, plus vraiment. Et j'ai beaucoup aimé aussi, on parlait du théâtre, qu'il n'ait pas brodé artificiellement le film pour en faire juste une adaptation du théâtre, qu'il n'ait pas juste... qu'il ait assumé le fait de rester en intérieur. Alors moi j'avais noté que la pièce de théâtre était assez riche en dialogue. C'est peut-être toi qui vas me le confirmer ou pas, ouais, cette info. C'est un peu obligé. Oui, logique. T'as pas que les descriptions et la forme que ça prend. Voilà. Y a quelques détails en plus aussi sur la relation qu'entretiennent le père et la fille en fait. Qu'entretenaient le père et la fille avant qu'ils soient atteints de démence. D'accord. Donc elle dit que dans la pièce, elle dit qu'il lui faisait peur quand elle était petite. D'accord. Qu'il avait beaucoup d'autorité. Et ça la rend très triste justement de le voir comme ça. Ah bah oui, oui. Parce que donc vraiment, il était dans le contrôle peut-être dans la... Ah, d'accord. Et on comprend aussi un peu mieux la scène de l'étranglement, d'accord. Donc on voit que c'est bien un rêve qu'elle fait, parce que là dans le film, on la voit... Un oreiller, elle lui met un oreiller sur la tête. Est-ce qu'elle lui met un oreiller ou est-ce qu'elle l'étrange ? Je me rappelle. Parce que moi j'ai vraiment cette image, elle prend un oreiller, elle le pose sur sa tête et ça coupe. Et je me suis dit attends, mais ça se trouve on est à la fin, elle le tue et en fait on rembobine et ça m'a vraiment perturbé cette scène. Là c'est vrai que c'est fait pour être perturbant parce que c'est fait pour que tu saches pas en fait qu'est-ce qui se passe. Surtout que cette scène elle est mise en miroir avec une autre scène où elle s'assoit sur son lit et où elle vient lui caresser la joue. Ouais. D'un geste très maternel en fait. Donc c'est fait exprès, hein, c'est vraiment une mise en miroir de ces deux scènes. Le côté très maternel et très doux et le côté au contraire extrêmement dur où elle en peut plus et où elle se dit que il faut en finir. Ouais, clairement. Ouais. Donc, et dans la pièce, c'est plus expliqué. Du coup, on comprend mieux. C'est un rêve qu'elle fait. Le voir mourir les soulagerait tous les deux et il lui dit même merci dans son rêve, dans la pièce. Il la remercie de l'avoir tué. D'accord. Donc c'est violent. Alors oui, ça aussi. La pièce, quand je l'ai cherchée sur Internet, j'ai vu quelques petits extraits. On a accès à quelques petits extraits sur YouTube, mais c'est à peu près tout. Il te présente ça comme une comédie. Lol. Alors, si vous voulez vous marrer, regardez The Phaser de Florian Zeller. Alors, c'est la question que je me pose parce que les scènes... comédie. Les scènes où on voit les extraits que j'ai réussi à voir avec Robert Hirsch, du coup, dans la version
pièce de théâtre. C'est la scène où il fait un show de claquettes. Oui. Voilà. Alors ça aussi, en termes de scène casse-gueule, oui, est très bien géré. On ça est se pose d'accord. là. On est d'accord. Et quand on voit la scène en version pièce de théâtre, le public rit. Parce que c'est vrai que c'est marrant. En plus, Robert Hirsch aussi est excellent, donc voilà, il n'y a rien à enlever à ça, quoi. Donc du coup, la scène est très drôle. Par contre, quand moi je l'ai vu dans le film, j'ai pas rigolé du tout, quoi. Moi, je l'ai trouvée amusante et à la fois triste quand même. Il y a vraiment triste, c'est extrêmement triste, quoi. C'est-à-dire qu'il se rappelle même plus qui il était. Il croit qu'il était Fred Astaire, en fait, quoi. Oui. Donc c'est en ça que je me dis, c'est pour ça que j'aurais beaucoup aimé voir la pièce. Quelle est la différence de ton entre le film et la pièce de théâtre? Ça serait bizarre qu'elle soit très éloignée quand même. Je pense pas que ce soit très éloigné, étant donné que le sujet est quand même sensiblement le même, mais que tu peux instiller beaucoup plus de malaise et d'aspect un peu thriller dans le film, ce qui est beaucoup plus difficile. C'est faisable au théâtre, hein. Il y a des metteurs en scène qui sont fantastiques et qui arrivent à faire tout au théâtre. Mais ça s'y prête moins. Donc ma question, tu vois, comme c'était présenté comme une comédie quand j'ai regardé sur internet, je me suis dit mais à quel point le ton est différent, ça c'est quelque chose qui m'intrigue, tu vois, j'aimerais savoir. Franchement, je suis pas convaincu que même la pièce, je l'ai pas lu. Je peux pas savoir, mais de la qualifier de comédie, ça me paraît un peu énorme, parce que c'est pas... Moi, quand j'ai lu la pièce, je me suis pas marré, hein, franchement. C'est pas l'objectif, il me semble. Et tu vois, par rapport à la transformation de la pièce en film, même la musique, ils auraient pu vachement jouer sur une musique très présente, qui appuierait beaucoup les effets, qui en plus, la musique a été composée par un mec que j'adore, Ludovico Einaudi, qui a fait des musiques, notamment, on l'a entendu sur Intouchable, des frères Nakache, si je dis pas de bêtises, Olivier Toledano et je me rappelle jamais leur nom, qui ont fait Intouchable avec Omar Sy et François Cluzel. C'est ça, François Cluzel, j'ai dit François Cluzet, très juste. Notamment pour ceux qui connaissent pas la musique de Ludovico Einaudi, et elle est très présente, enfin elle est présente mais très discrète. Et pour citer le réalisateur, il a dit que l'image qu'il employait avec son équipe était celle d'un fil dans un labyrinthe qui pouvait rompre à tout moment, image qui s'est transformée en son, celle d'un violon dont on sent que l'archet ne fait que l'effleurer tout au long du film. D'accord. Et qui finit en fait par monter au moment... j'ai en tête la scène où Anthony il se prend une gifle de la part de son gendre. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à savoir si c'est arrivé ou pas. Et là, la musique monte un peu, tu vois, le violon se fait vraiment entendre, et je trouve qu'il n'y a pas meilleur moment pour la faire entendre. Et le but, c'était de donner une impression de grande fragilité, de précarité, en l'occurrence celle du personnage d'Anthony, que cette musique soit tout le temps un peu lancinante, à la fois là et pas là, comme si elle pouvait exploser d'un coup ou partir d'un coup. Et je trouve que ça marche très bien. Ils auraient pu appuyer ça à grands coups de musique, à grands coups de vas-y, là, faut pleurer, vas-y, là, faut rire. Et en fait, c'est pas le cas, quoi. Et je trouvais ça vachement intéressant. Oui, ça participe finalement à la perte de repères. Complètement. Et ça assume encore plus le côté théâtre, de pas rajouter un truc typiquement cinématographique qui est coller des musiques aux images. C'est ça. Mais là, c'est là-dessus qu'ils s'en sont très bien sortis, parce que le risque, vraiment, voilà, c'est un homme de théâtre, en plus, à la base, Zeller. Le risque, ça aurait vraiment été de comme tu disais tout à l'heure, de filmer une scène et puis, et puis vas-y, quoi. Mais là, justement, comme il y a matière à pousser l'idée de la perte de repères avec le cinéma, les brusques changements de décors, les montages saccadés, les petits détails modifiés d'un plan à l'autre, tout ça, c'est des choses que le théâtre ne peut pas t'offrir. Non. Et donc, voilà, il a su utiliser les bons outils, je trouve, pour arriver à adapter la pièce au cinéma. Mais c'est très mature, en fait, je trouve. Très souvent, les premiers films d'un réal, tu sens une espèce de volonté de s'éclater avec la caméra, avec les éclairages, avec le son. Genre comme s'il se disait un peu, c'est peut-être le dernier que je fais en même temps que le premier, donc je vais y mettre trop, en fait. Et là, le mec, il regarde ça, moi, tu me dirais qu'il a déjà fait 10 films, j'y croirais, parce que c'est... si tant est que je sois apte à en juger, ça a l'air très posé, très mature comme réal. Ça en fait pas trop, ni pas assez. Je vois pas comment il aurait pu mieux le faire, même si je peux pas juger de la façon dont il l'a adapté la pièce, mais ça m'a l'air très, très maîtrisé comme projet. Vraiment très maîtrisé. Je pense qu'il avait réfléchi son truc dans les moindres détails, à mon avis. Complètement. Et puis, c'est un des moyens d'obtenir Hopkins et Olivia Colman aussi. Hein. Oui, clairement, parce que j'allais revenir un peu sur la prestation d'Hopkins, on a dit 40 fois, qui est casse-gueule, mais qui est très réussi. Notamment, même Olivia Colman, que je connaissais pas, qui a notamment joué dans la série... alors, je connais pas celui-là, mais la Favorite, elle jouait la reine Anne dans La Favorite. Elle a eu l'Oscar, d'ailleurs, pour ce film. D'accord. Elle est excellente. Je l'ai pas vu. Je sais qu'elle est connue pour jouer, je sais pas, c'est pas le rôle de la reine dans la série The Crown, que j'ai pas regardé. Il faut que je m'y penche sur cette série.
depuis le temps qu'on m'en parle, que j'ai trouvé excellente aussi. Enfin, tous les comédiens du film, pour moi, sont excellents, très franchement. Mais Hopkins, oui, forcément, on parle d'Hopkins parce que c'est la tête d'affiche, mais... Oui, et puis parce que... Alors, les autres rôles sont pas faciles. Hein. Non. Mais le rôle d'Hopkins, c'est quand même particulièrement difficile. Il tient tout. Si lui marche pas, les autres ont sans doute pas un rôle sur lequel s'appuyer, donc tout se casse la gueule, quoi. C'est sûr. Très... Et ouais, Zeller, il voulait expressément Hopkins dans le rôle. C'est la raison pour laquelle il souhaitait faire le film en anglais, parce que moi, je me suis posé la question, pourquoi en anglais avec des acteurs anglais ? Et il a pensé au comédien dès qu'il a commencé à préparer le projet. Il a une admiration extrême pour le comédien. Il a même écrit le scénar en ayant Hopkins en tête, donc il est parti bien en tête avec ça, en se disant que si jamais il l'avait pas, tant pis, il ferait chemin plus classique de production française avec acteurs français, tant pis. Il a tenté le coup. C'est la raison aussi pour laquelle, tu l'as dit, le personnage s'appelle Anthony. Il a d'ailleurs aussi la même date de naissance que le comédien, le 31 décembre 1937. On est le 30 bientôt son anniversaire. Ouais, c'est ça, exactement. On enregistre ce podcast un 30 décembre. Et donc, Zeller, il envoie le scénario à Hopkins en 2017 et il n'a entre-temps pas poursuivi la production, donc il a vraiment attendu d'avoir sa réponse en déclarant que s'il acceptait le rôle, que s'il refusait le rôle, il se tournerait plus vers un film français plus classique en termes de production. Et moi, je voulais revenir un peu, t'en as parlé tout à l'heure, sur ce que j'ai vraiment adoré, c'est le tout dernier plan du film qui apporte cette sensation d'apaisement, de se fixer sur un moment par rapport aux arbres dehors, et qui faisait aussi écho aux paroles d'Hopkins sur le fait de perdre ses feuilles. Et pour la scène où Hopkins fond en larmes, je sais pas si tu l'as vu, mais l'actrice qui parle avec lui, alors je me suis pas trompé aussi, parce que je me rappelle plus de son je nom. pense qu'en direct là j'ai fait une erreur. Je pense que c'est Olivia Colman. Elle joue Anne. On est d'accord? Oui. Donc ce n'est pas du tout Olivia Colman à la fin du film. L'infirmière, c'est l'autre actrice dont j'ai oublié le nom. Olivia quelque chose. Je me suis trompé. C'est aussi Olivia. Très bien. C'est aussi l'Olivia. Mais je me rappelle. On va l'appeler Olivia. L'actrice Olivia qui lui fait face à la Olivia fin. Williams. Olivia Williams. Donc c'est moi qui me suis trompé. De ce que j'ai lu, ils ont été filmés séparément. Ils n'ont pas filmé dans la même pièce en même temps parce qu'elle a dit qu'elle aurait été incapable de rester en face de lui quand il s'est mis à appeler sa mère et à pleurer. Elle aurait été incapable de garder son sang-froid quand il éclate en sanglots. Ouais, je comprends. Donc d'après ce que j'ai lu, la réaction qu'on a d'elle en contre-champ, ça a été filmé à part. Elle n'a pas Anthony en face d'elle. Parce qu'elle a dit, j'aurais pas été incapable de me contrôler sur la façon dont il l'a fait. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait partie des petites légendes qui tournent autour des tournages? Après, les comédiens, je pense que c'est des gens qui sont particulièrement sensibles et particulièrement à fleur de peau. Donc ça me semblerait... Ce serait très intéressant d'analyser le travail de comédien un jour. Qu'est-ce que c'est de comédien en fait, en dehors de maîtriser toutes tes micro-expressions, faire transmettre tout ce que tu réussis à faire transmettre avec juste un regard ou autre, c'est impressionnant. Et moi je la comprends, enfin ce qu'elle dit, si elle l'a vraiment déclaré, je la comprends parce que Zeller il réussit vraiment à capter les émotions, vraiment les émotions des personnages, que ça traverse presque l'écran. C'est en ça que je le rapproche vraiment d'Aronofsky. Je pense souvent à Requiem et à Mother notamment, c'est pour moi les plus flagrants, même The Fountain que moi j'ai adoré. Ça me rappelle une scène, je sais pas si tu te souviens, dans Requiem for a Dream, que je vous recommande, je pense que tu vas le recommander aussi. Oui. Voilà. Âme sensible s'abstenir. Ouais, de Darren Aronofsky qui date de 2000 ou 2001. Non, de 2000, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus, Je crois que c'est ça, si je me trompe... c'est pas bien. Avec un tout jeune Jared Leto. C'est ça. Qui vieillit pas beaucoup, cela dit. Qui vieillit bien. Ouais. Mais t'avais ce plan, cette discussion sans spoiler, entre la mère et le fils dans la cuisine avec une lumière du jour pareil qui les baignait dans une lumière du jour, où la caméra ne faisait que se resserrer très lentement sur le visage de l'actrice, Ellen Burstyn. Et ça m'a vraiment rappelé le plan de la fin de Hopkins. La caméra se resserre sur lui et plus on avance, plus on rentre dans ses émotions en fait. Alors, j'y ai pas pensé tout de suite, mais quelques temps après, c'est un film qui reste un peu en tête, The Father quand même, on y repense un peu après. Oui. Et quelques jours après, j'ai repensé à cette scène et ça m'a rappelé, parce que cette scène dans Requiem for a Dream m'a particulièrement marqué, où une mère explique à son fils pourquoi elle est seule, pourquoi elle est vieille, tu vois, et à quel point c'est dur pour elle, quoi. On délirait hier sur le fait que dans nos podcasts, ils ont des fois les mêmes thèmes qui se recoupent, mais en fait, tu prends cette scène de Requiem, t'as raison, elle parle de vieillesse et du fait de se retrouver seule. Je suis seule, je suis vieille. Je me rappelle de la façon dont elle le dit. D'ailleurs, je crois bien qu'elle a eu l'Oscar pour ce rôle-là. Alors, de tête, je vais peut-être dire une bêtise. À vérifier, mais je suis quasi sûre de mon coup. Je crois bien qu'elle a eu le meilleur second rôle. Et qui était tout à fait mérité si c'est vrai, parce que alors cette scène, moi, elle m'avait aussi marquée et troublée. Et j'ai trouvé vraiment un parallèle à faire entre les deux. Même façon de filmer, même un peu lumière.
et même potentiel ridicule, hein, parce que si elle s'était craquée, ça aurait été ridicule aussi. Et le plan qui se finit pas, et tu te dis, mais attends, elle parle à quelqu'un, il y a quelqu'un en face, et puis au bout d'un moment où tu te dis, mais en fait, c'est ce que je me suis dit avec Hopkins, mais en fait, il est tout seul. Non, contre-champ, il y a bien quelqu'un qui l'écoute. Et t'as ce flottement moi, j'arrête pas de me dire, mais le caméraman, il reste stoïque là derrière sa caméra, où il se laisse embarquer aussi, quoi. Il y a un stade, tu dois plus savoir si tu filmes de la fiction ou de la vérité, quoi. Ouais, c'est sûr. Et c'est aussi en ça que ça m'a vraiment rappelé Aronofsky. J'ai dit, mais attends, il y a vraiment soit c'est inconscient, soit c'est juste moi qui trouve un parallèle qu'il n'y a pas à faire, tu vois. Non, mais je pense que le parallèle, il est pas idiot, parce que moi, cette scène, j'y ai pensé aussi, tu vois. Ouais, vraiment. Pas sur le coup, pas en la regardant sur le coup, mais après, en y réfléchissant, je me suis dit, tiens, ça me rappelle Ellen Burstyn. Le monologue très long, le plan très long, le travelling très lent. Et puis elle finit en larmes. La lumière du jour, c'est... Elle perd un peu les pédales, elle aussi, d'ailleurs, à ce moment-là. Non, c'est vrai que oui, il y a de ça. Je voudrais aussi revenir sur ce que tu disais, sur le fait qu'il avait écrit le film en pensant à Hopkins. Oui. Il avait écrit la pièce en pensant à Robert Hirsch, le comédien qui a interprété le rôle au théâtre. Je vais lire juste un petit extrait de la préface de la pièce écrite par Zeller lui-même. Hein. Il arrive que des personnages acquièrent un degré d'existence tel qu'il suffit de noter ce qu'ils disent. Dans ce cas, celui qui écrit devient le spectateur d'une représentation imaginaire. Il est le seul à assister à un opéra plus ou moins fabuleux, mais qui a la force d'un petit miracle. Tout semble alors facile, comme si la pièce existait déjà, qu'elle avait toujours existé et qu'il suffisait de la retranscrire. D'autres fois, c'est un visage qui fait apparaître les motifs, les situations et les personnages. J'ai écrit Le Père en pensant à Robert Hirsch. Il a été dit que cette pièce traite de la démence sénile. C'est sans doute vrai, mais ce n'est pas mon intention initiale. Mon désir premier était d'écrire pour cet acteur, que je considérais comme l'un des plus grands. Et c'est en suivant sa voix, son corps, son âge, sa façon si particulière d'être au monde que je me suis retrouvée, par association d'images, d'idées et de mots, dans le labyrinthe de cette pièce, et non l'inverse. D'accord. Alors c'est super bien dit, bien sûr, oui, mais je pense que le schéma a dû être à peu près le même avec Hopkins pour le film. Et dans les deux cas, il a eu le comédien qu'il souhaitait. Exactement, parce que je pense que le matériel de base est juste parfait, donc autant Hirsch que Hopkins auraient eu tort de refuser finalement. Même si c'était un risque pour Hopkins, je pense. Alors, la pièce, il en avait déjà écrit plusieurs, donc je pense que le risque est peut-être moindre pour ce qui est du théâtre. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais pour le cinéma, en tout cas, Hopkins prenait un plus grand risque dans le sens où il avait jamais réalisé de long métrage, donc Zeller n'avait jamais réalisé de long métrage, donc il fallait quand même faire confiance à quelqu'un de relativement inexpérimenté. Non, c'est clair. Je pense que Hopkins, au stade où il en est, il accepte que les projets qui le stimulent. Oui, je pense. Voilà. Je pense il a plus rien à prouver. Hopkins, on est bien d'accord. Je sais pas, parmi les choses que t'as pas aimées, il y en a ou pas du tout? Non, honnêtement, je pense pas. Moi, je me suis marqué qu'un seul truc, mais vraiment, c'est pour chercher la petite bête. J'ai été malgré tout un peu frustré, même si je comprends l'utilisation de la musique, j'ai été malgré tout un peu frustré qu'il n'y ait pas plus d'élan de musique de Ludovico Einaudi, qui a vraiment une capacité, je trouve, à amener une émotion dingue dans ses musiques. Je comprends qu'elle aurait risqué d'appuyer un peu trop les effets dramatiques, en l'occurrence, ça marche très bien sans. Et c'est très bien qu'il soit subtil, mais je sais pas, j'ai entendu des morceaux de lui dans, je crois que tu l'as pas vu, Mommy de Xavier Dolan notamment, ou Intouchable, j'en parlais tout à l'heure, de Toledano et Nakash. Et alors oui, ça aurait fait plus appuyé, ça aurait fait moins subtil, mais vraiment je trouve sa musique, elle a une capacité à rajouter une plus-value à une scène d'émotion vraiment dingue. J'aurais été un peu frustré à ce niveau-là. J'aurais bien peut-être aimé qu'à la fin, tu vois, notamment la scène de fin, elle soit un peu plus présente. D'accord. Mais est-ce que je peux dire que j'ai pas aimé? Non, je l'ai mis dans la liste des points négatifs, mais c'est vraiment... après... Là, c'est purement subjectif en plus. Donc je sais pas si par rapport au film, avant que je passe un petit peu sur l'aspect réception du film. J'avais d'autres choses à dire par rapport à la perte de repères. Ouais. Moi, en fait, j'ai classé la perte de repères en 3 thèmes. La perte de repères spatiaux, donc ça, on l'a largement évoqué, avec cette espèce de labyrinthe, d'appartement qui se transforme en labyrinthe. Il y a aussi une perte de repères temporels. Ça, je trouve que c'est super intéressant à évoquer parce que ça participe au malaise du spectateur. Hein. On ne sait jamais si on est le matin, on ne sait jamais si on est le soir. En fait, on ne sait jamais si on est dans le présent ou dans les souvenirs d'Hopkins même. Oui. Ou même carrément, on ne sait jamais si la scène qu'on est en train de voir est en train de s'est passée réellement. Exactement. Ou pas. La scène de la baffe, notamment. La scène de la baffe, notamment, son gendre lui met une baffe. Est-ce que c'est arrivé ou pas? On ne sait pas. Si on devait raconter cette histoire comme n'importe quelle histoire, avec un début, un milieu, une fin, ça serait impossible. Ouais. Mais c'est pas l'objectif, en fait. Hein. On ne sait pas quel élément précède quel autre. Et d'ailleurs, le montage est excellent pour ça. Hein. Oui. Dans une même scène, on peut changer complètement de lumière.
Donc par exemple la scène où il rencontre Imogen Poots, donc la jeune fille qui va venir s'occuper de lui, hein, la jeune aide-soignante. Qui lui rappelle sa fille d'ailleurs. Qui lui rappelle sa fille. On en reparlera peut-être. Donc dans cette scène, au début quand tout se passe bien, quand il est plutôt d'humeur badine, ça se passe bien, la lumière est plutôt vive, et quand il se met à l'insulter, la lumière change. Et Zeller explique qu'il voulait que le public se demande si c'était bien la même scène ou le même moment de la journée. Donc voilà, c'était volontaire, hein, c'était vraiment pour dire... Tiens, inconsciemment, il s'est passé un truc, en fait. Ça, c'est pareil, moi, je l'avais pas remarqué, hein, jusqu'à ce qu'on me le dise. Mais c'est vrai je l'ai pas remarqué non plus. Très bien vu. Transparent, je l'ai pas vu. Anthony s'accroche désespérément à sa montre aussi. Hein. Il la perd souvent, ça le rend très nerveux. Moi, sur le coup, j'ai pas plus réfléchi que ça à l'image de la montre, mais en fait, c'est logique que ce soit une montre. Parce que c'est sa seule façon de savoir à quel moment on se trouve de manière factuelle. Oui, donc c'est assez logique qu'il la perde. Oui, ça marche aussi bien sur le côté métaphorique que pratique, quoi, le truc. Voilà, et je sais que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent aux personnes atteintes d'Alzheimer. Hein. Il y a souvent un objet, des clés, des choses comme ça qui se perdent de manière très répétitive. Et donc, c'est la même chose que pour la perte de repères spatiaux. Quand les murs changeaient de couleur alors qu'on croyait qu'il s'agissait de la même pièce, ici, deux éléments qui semblaient faire partie d'une même scène sont en fait de moments distincts. Et à chaque fois qu'on revisite un élément précis, quelque chose a changé, parce qu'il y a des scènes qu'on revoit plusieurs fois et qui ne se passent pas toujours de la même manière. Alors, des fois, c'est un acteur différent. Ouais. Oui. C'est un autre moment de la journée. Des vêtements différents, ils sont pas habillés pareil. Et du coup, ça participe au malaise, parce qu'on se dit, mais attends, mais ça, je l'ai revu, mais c'est pas tout à fait pareil, mais on n'arrive pas à mettre vraiment le doigt dessus. Et l'ordre des scènes aussi est complètement embrouillé et anarchique. Hein. La première scène du film, elle arrive très probablement vers la fin de l'histoire, en fait, quand sa fille vient lui dire qu'elle part vivre à Paris. Donc nous, on commence le film comme ça, on ne peut pas trop le savoir. Mais en réalité, quand tu as terminé le film, tu te dis, mais ça, probablement que ça arrivait plutôt vers la fin. Exactement. Donc, en plus, cette... Enfin, il n'y a même pas d'ordre, en fait. J'arrive pas à l'exprimer, mais... C'est pas non seulement, en fait, il te perd dans la façon comment une scène commence ou elle finit, mais c'est qu'en plus... T'en arrives à douter que le début c'était pas la fin, que la fin c'était pas le début. La perte de repère narratif aussi en fait. Hein. Donc même si on essaie de remettre les scènes dans le bon ordre, en fait, on se rend compte qu'il manque toujours quelque chose. Oui. Donc le fameux puzzle qui est incomplet. Le fameux puzzle incomplet. Et ça, c'est vraiment la volonté du réal, hein, de nous mettre dans cet état de chaos mental. Et donc l'autre perte de repère, justement, on y vient, c'est la perte de repère narratif, c'est-à-dire que rien ne fait sens et on ne peut se fier à rien. Et à personne, presque. Et à personne. Donc la première scène, elle est assez classique, hein, rien ne laisse présager cette perte de repère. Quand on commence le film, qu'on ne sait pas trop de quoi ça va traiter, voilà, on arrive sur cette scène, on se dit, ok, bon, elle part à Paris, très bien. Et puis, petit à petit, on instille des éléments déconcertants, les uns après les autres. Une personne inconnue dans l'appartement, qui dit que c'est son appartement. Une femme qui dit être notre fille, mais qui ne ressemble pas à l'actrice qui jouait la fille. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans une vidéo que j'ai trouvée d'une chaîne YouTube que je ne connaissais pas, qui s'appelle Speakima Movies. Voilà, donc par une chaîne, je pense, américaine, en tout cas c'est en anglais. Il nous parle du motif de la boucle. Donc des éléments qui tournent en boucle. C'est mis en évidence avec la scène pivot du film qui commence et se termine par le même dialogue. Donc pour resituer, au début de la scène, on trouve Anne et son mari en pleine discussion et on entend son mari lui dire « il est malade » pour l'inciter à le placer en maison de retraite en fait. Hein. Anthony arrive à ce moment-là, le couple s'interrompt et Anne l'invite à s'asseoir pour manger. Le reste de la scène a lieu. Bon, le repas a lieu avec des petites tensions, mais enfin voilà. Anthony finit par se lever et quitter la table. Donc on a tendance à penser que les images qui suivent, comme en plus on n'a plus Anthony, on n'a plus vraiment son point de vue, on pense que c'est des choses qui sont vraies. On voit le couple en train de parler, on se dit bon ben d'accord, là il n'y a plus vraiment le prisme du point de vue d'Anthony et de sa démence, donc théoriquement ce qu'on voit est vrai, comme il est absent. Hein. Sauf qu'en fait tout à coup Anthony revient et on se rend compte qu'on vient d'assister à la conversation qui ouvrait la scène. La même conversation. Totalement perturbé en tant que spectateur. Ah oui, là c'est vraiment bizarre. Et donc tout est filmé de la même manière, on voit bien qu'il s'agit du même dialogue. Sauf qu'il y a des petites différences. Le dîner a eu lieu, il y a de la nourriture dans les assiettes alors qu'il n'y en avait pas au début. Et il n'y a aucune logique, en fait. Et c'est ça qui ajoute à la confusion. Si on prête attention, le film est construit selon ce motif d'éléments qui tournent en boucle, hein, d'après donc Speakima Movies. Hein. La même scène revient plusieurs fois. Les décors qui sont supposés être différents, ils sont construits exactement de la même façon. Donc les différents appartements, la chambre d'hôpital. Et de nombreuses scènes ou même de simples plans semblent répétés, alors qu'en réalité, il y a toujours quelque chose de différent. C'est ce qui induit ce sentiment de déjà-vu que le personnage vit continuellement, mais surtout ça donne une perte de repère totale
et une confusion totale pour le spectateur. On ne peut plus se fier à rien. Il y a aussi une métaphore avec le CD qui est intéressante. Donc Anthony écoute un CD d'opéra qui est rayé et qui se met à sauter. Et donc comme dans sa vie, le même élément revient en boucle. On a la même musique qui revient en boucle parce que il est rayé, quoi. Et comme son cerveau, il est plus fiable et il a des ratés. Donc Anthony sort le CD, il essaie de le nettoyer comme il aimerait sans doute réparer son esprit malade, ce qui est impossible. Très bien vu. Voilà, je connaissais pas cette chaîne YouTube. Eh bien, je connaissais pas non plus. Je suis tombée dessus en faisant un petit peu des recherches et je trouvais l'analyse excellente. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette histoire avec le CD, mais que c'est vraiment... Oui, non, clairement. C'est le bien CD qui saute. Et je souriais quand tu parlais des personnages qui changent de visage. Ça aussi, ça aurait pu être ridicule. Mais très vite derrière, tu comprends en fait qu'on est à la place de Hopkins, d'Anthony. Et du coup, oui, nous aussi, on voit les visages. Enfin, on a un visage qu'on reconnaît pas parce que lui, en fait, le reconnaît pas. Et ça aurait pu être grossier comme effet, mais du coup, il n'y a pas plus logique comme effet. Et ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Ça fonctionne bien et je trouve que ça, c'est presque le plus perturbant. Oui. Et je voulais revenir sur sa fille. Enfin, ça, c'est... je la refais. La personne, Imogen, comment tu l'appelles ? Imogen Poots, qui joue le rôle de, j'ai oublié son nom, dans le... Laura, je crois qu'elle s'appelle. Je me suis pas marqué. Enfin, c'est l'aide-soignante. C'est la jeune fille Laura, qui est censée venir... Très bien, qui joue le rôle de Laura, c'est ça. Est-ce que il lui met le visage de sa fille parce qu'il lui rappelle sa fille ? Plusieurs fois, c'est insistant, en fait. Au moins 2 fois, tu trouves pas qu'elle ressemble à ta sœur ? Elle ressemble à ma fille ? Moi, de ce que j'ai compris, c'est que sa fille a eu un accident. Oui, elle est décédée. Elle est décédée, clairement. 2 questions. Est-ce que c'est ça qui lui a fait tourner la carte et qui a pu provoquer chez lui l'état dans lequel il est aujourd'hui ? Je me suis beaucoup posé la question pour que le scénario revienne souvent. Est-ce que ça n'a pas été le point de départ de sa tristesse ? Est-ce que c'est même pas le point de départ, en fait... de sa démence ? De sa démence et du film ? Est-ce que c'est pas très récent, la mort de sa fille ? Je me suis posé la question. On n'aura jamais de réponse, je pense. Et aussi, est-ce que le personnage joué par Imogen Poots n'a pas vraiment le visage de sa fille, puisqu'on a une brève scène où il la voit à l'hôpital. Oui, il la voit en rêve à l'hôpital. Voilà, il me semble que c'est notre actrice qui joue la fille. Je me suis dit, non, c'est pas elle. Mais ça perturbe encore plus. Ouais. Tu te dis, alors le vrai visage, c'est qui finalement ? Est-ce que ça m'a encore plus perturbé ? Est-ce que les moments qu'il passe avec cette Laura, c'est pas des moments qu'il a passé avec sa fille qui est plus là ? Et il y a un stade, en fait, arrête d'essayer de comprendre. Et à la fin du film, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que le personnage de Anne, très clairement, il y a tout un thème sous-jacent sur la relation entre un père et sa fille, et tout un tas de questions que tu te poses sur leur relation avant la maladie. Oui. Clairement, alors, est-ce que c'est la maladie qui lui fait dire ça ? Est-ce que c'est parce qu'elle est décédée ? On ne sait pas, mais clairement, il préférait son autre fille. Ah oui, et puis il lui dit même... Il insiste là-dessus, il le dit plusieurs fois. Et là, vraiment, on est en empathie complète avec Anne qui tente de survivre, en fait, et qui tente d'aider son père comme elle peut, mais qui se gâche la vie en faisant ça. Et en plus, il lui rappelle qu'il lui préférait sa sœur. Et en plus, elle aussi, elle doit être triste d'avoir perdu sa sœur, quoi. Je veux dire, il y a aussi ça qui se rajoute. À chaque fois qu'il dit, mais elle est où d'ailleurs ? Ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Elle traverse 2 deuils, Anne, en fait. C'est difficile. Et je trouve que Olivia Colman, elle est excellente là-dedans aussi. C'est que on voit juste à travers ses yeux la tristesse, mais elle dit rien, quoi. Bah non, elle a même pas le réconfort de son père, elle peut pas parce qu'elle est en train de le perdre aussi. Voilà. C'est le personnage le plus triste du film, concrètement. Moi j'ai trouvé qu'elle était géniale. Les quelques extraits que j'ai vus d'Isabelle Gélinas dans la pièce, qui est aussi excellente, il y a absolument rien à dire, elle me semblait peut-être un petit peu plus, pas sarcastique, mais un peu moins faible, si on peut dire qu'Olivia Colman est faible. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moins... Complètement, elle a moins cette fragilité, peut-être. Moins d'affliction. Ouais. Voilà, moins fragile. Mais les deux versions sont excellentes. Et j'ai trouvé que vraiment son personnage, il était dépeint avec une telle humanité. On sombre jamais dans le pathos, on n'en fait jamais trop. On n'aborde même pas le problème de manière frontale, mais en fait, ça permet de comprendre quand même les difficultés qu'elle rencontre. On est en empathie complète avec elle. Elle tente de survivre et elle se retrouve face à un choix cornélien. En fait, est-ce qu'elle aide son père ou est-ce qu'elle vit sa vie ? Oui. Et la façon dont c'est abordé, c'est très subtil, mais ça sonne vraiment juste.
et je trouve qu'elle joue très très bien. On comprend au détour de dialogue, mais c'est dit comme ça, vite fait en passant, qu'Anne n'est pas partie en voyage avec son mari parce qu'elle devait s'occuper de son père. On comprend on le voit, hein, elle se dépêche de rentrer chez elle après le travail. Elle est jamais tranquille, elle est toujours préoccupée et elle sacrifie littéralement sa vie pour s'occuper de son père. Et je pense que malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes dont les parents sont atteints de démence sénile. Les parents ou les proches, quoi. Et donc, à demi-mot, on comprend l'histoire familiale, donc le décès de sa sœur, la relation qu'Anne devait avoir avec son père avant la maladie. Et Zeller explique que ce film raconte avant tout une histoire d'amour entre un père et sa fille. D'accord. C'est un film étrange. En fait, il n'y a pas d'antagoniste. Non. C'est-à-dire la maladie, en fait. C'est la maladie. C'est juste des victimes d'une situation inextricable et désespérée. Alors là, comme ça, on vous le vend bien. Hein. Ça donne vraiment envie de s'y plonger sous son plaid le soir avec une petite pizza. Nickel. Non, mais ça reste un très beau film. Hein. Mais oui, c'est justement pour ça que c'est un très beau film. Anne souffre beaucoup du jugement négatif de son père et de la façon dont Lucie, son autre fille, est clairement sa préférée. C'est sans doute la maladie qui parle, mais Anne est très contrariée par les accusations et les méchancetés que dit son père. Il lui dit pas d'ailleurs, t'as toujours été moins jolie que ta sœur. Il y a pas une remarque physique. Il y a un truc comme ça à un moment, ouais. Et d'ailleurs, si tu regardes la scène où il y a une scène où ils se retrouvent tous les deux dans l'ascenseur quand elle l'emmène chez le médecin, et il lui dit qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, elle lui dit rien, elle dit c'est très joli. Et elle s'attend presque à une remarque désobligeante. Oui, et elle est. Et tu vois, elle sourit, ça lui fait vachement du bien, en fait. Complètement, quoi. Ouais, complètement. Et c'est pareil, c'est tout des petits détails, mais quand il y a une scène où il la remercie pour tout ce qu'elle fait. Ah oui, ça c'était très touchant. Ouais. Et tu sens que ça la touche énormément, c'est peut-être l'un des seuls instants de lucidité qu'il a de tout le film. C'est ce que je me suis demandé, est-ce que c'est pas là qu'il a comme tu dis, cet éclair de lucidité, où vraiment là il est conscient de ce qui se passe, et oui, elle m'aide, elle est là pour moi parce que je vais mal, on se demande. Ouais, je pense que... Et je trouve que c'est en ça aussi que ce film est magnifique et qu'il est universel, je pense. Et d'ailleurs, Zeller parle souvent des tournées qu'il a fait avec la pièce partout dans le monde, où des tas de gens venaient le voir à la fin pour lui raconter leur histoire. Il disait les gens venaient pas nous voir pour nous parler ou pour nous dire qu'ils avaient aimé la pièce, ils venaient nous parler pour nous dire que, ben oui, moi aussi je vis ça, et voilà ce que moi je vis. Et merci d'en parler, en fait, parce que je pense que c'est pas... Et c'est un thème vraiment universel et qui est magnifique. Enfin, je trouve que c'est traité d'une manière très intelligente et très belle. Et c'est pas un grand renfort en plus d'effets appuyés. Enfin, tu sens pas que le mec il utilise son sujet pour comment dire, pas à des fins commerciales, ça n'a aucun sens de dire ça comme ça, mais qu'il en fait pas en fait un show, il en fait pas un spectacle, il en fait pas, il pose une situation, il l'analyse et il part, et puis voilà, et après t'en tires ce que t'as en tiré. C'est ça. Mais c'est vraiment pudique et c'est là que je trouve le film mature. Oui. Il appuie pas les effets, il a pas cette prétention de mon film va te rendre triste, ou mon film va t'assiéger d'émotions, ou mon film va te faire non, c'est genre on dirait qu'il arrive à la fois rester objectif sur ce que c'est cette maladie, enfin moi je suppose que c'est Alzheimer dans le film, et à la fois à te mettre à la place du personnage pour te la faire vivre à fond, et pour moi ça marche vraiment, enfin c'est un très très bon film pour moi, vraiment à voir. C'est sûr. Il surexplique rien, pour ainsi dire, il explique rien du tout, en fait. Ça fait show plaisir. Don't tell, comme tu reviens souvent. Don't tell, ça fait plaisir, en fait, rare. d'avoir un film qui tente pas de tout surexpliquer aux spectateurs. Qui fait confiance un peu au cerveau des gens. Et que là, en fait, même son objectif, c'est de nous perdre autant que le personnage. Oui, complètement. Et à la fin du film, il aurait pu être tenté de tout réimbriquer, mais il le fait pas, et je pense que c'est juste, c'est une bonne idée. Oui. Et comme Hopkins, on sait pas ce qui est vrai ou non, ce que le personnage a fantasmé, ce qu'il a réellement vécu et à quel moment. Et pour moi, c'est un film profondément humain. Oui, non, mais qui manquera pas d'émouvoir le public. Et tout à la fois, il dépeint et il suscite les sentiments humains les plus nobles, c'est-à-dire l'empathie et l'amour. Oui, non, c'est clair. Parce qu'au final, c'est vraiment ça, le thème du film, c'est l'empathie et l'amour, en fait. Tout en restant subtil. Tout en restant très subtil. Sans te le marteler de façon... Sans débarquer avec des gros sabots, et c'est ça qui est beau. C'est rare. Et je voulais revenir un peu sur les récompenses qu'il a eues. J'aime bien finir un peu là-dessus. Je sais pas si tu as un petit peu... Non, si tu as encore des points à aborder, on peut y revenir. Donc, en termes de récompenses, à l'Oscar Academy Awards 2021, il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Donc, pour Anthony Hopkins, a eu l'Oscar du meilleur acteur, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'âge de 83 ans, ce qui constitue un record. Le précédent étant détenu par l'acteur Christopher Plummer, qui avait remporté l'Oscar à 82 ans pour son rôle dans Beginners en 2010.
Et en outre, il faut savoir que le précédent Oscar qu'avait gagné Hopkins, aussi fou que ça puisse paraître, il date de 92 pour son rôle dans Le Silence des agneaux, où il jouait Hannibal Lecter, je cherchais le nom, de Jonathan Demme, film de 91 où il dégustait des foies avec un excellent Chianti. Voilà, ça c'est fait. Faudrait qu'on l'aborde celui-là. Compliqué là. Oscar du meilleur scénario adapté pour Hampton et Zeller, nomination de la meilleure actrice pour Olivia Colman, donc qui joue Anne. Et après, on a aussi nomination des meilleurs décors pour Peter Francis et Cathy Featherstone et nomination de meilleur montage pour Yorgos Lamprinos. Et il se peut que j'en ai oublié un peu, mais c'était pour donner une idée qu'il a été nommé dans beaucoup de catégories. Voilà. Il a été reconnu. Au BAFTA Awards, il y a aussi récompense meilleur acteur pour Hopkins et récompense de meilleur scénario adapté. Donc c'est quand même pas mal. En France, il a fait 586 834 entrées. C'est correct, on va dire. C'est pas la folie. Sachant qu'il est sorti pendant la pandémie. Voilà, faut tout mettre en perspective. Il y a le Covid qui est passé par là. Dès qu'on parle du cinéma à partir de début 2020, donc là c'est en 2021, le Covid y rentre en jeu. Box office mondial, 28,2 millions de dollars US, sachant qu'il a coûté 6 millions. On s'en sort pas mal. Dans tous les cas, il est bien rentré dans ses frais pour un film, voilà. Et j'aime bien à la fin donner une petite note globale de ce qu'on peut trouver sur les sites. En moyenne, spectateur Allociné, il a 4,3 sur 5 au 20 novembre 2021. Moyenne presse Allociné, 3,9 sur 5. On se rend compte que la presse est plus capricieuse sur le film que... C'est étonnant même, je trouve. Mais je remarque fréquemment ça. Très franchement, sur Allociné, c'est très fréquent que la presse descende plus le film, ou soit plus objectif sur le film, j'en sais rien. Libre à nous d'interpréter, que les critiques spectateurs. Alors, oui, mais sur un film comme celui-là, ça m'étonne en fait, parce que je trouve que c'est plus un film... Enfin, je sais pas un film d'auteur, mais... Ah si, pour moi, c'est plus un film d'auteur que... Bah voilà, c'est-à-dire que que le public soit plus enthousiaste sur le blockbuster de l'été que la presse, ça m'étonne pas, on va dire. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je comprends mieux pourquoi. Après, Allociné représente peut-être pas non plus le... Oui, c'est sûr. Mais c'est un bon repère, c'est quand même un site très 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 utilisé. En note moyenne sur IMDb, 8,3 sur 10, donc là je suis pas surpris du tout. Rotten Tomatoes, 92% d'audience score. Wow, c'est énorme. C'est énorme. C'est parce que Rotten Tomatoes, c'est presque les pires au niveau de... Ah, ils trashent, en général, là, on veut un avis assez franc sur un film, c'est presque ceux qui donnent une note des fois pourrie à un film qu'on attendrait bien noté, quoi. C'est sûr. Après, tout ça, c'est vraiment... Enfin, moi, je le donne vraiment à titre d'indication. Oui, parce que ça veut rien dire en soi. Moi, il y a des films que j'adore qui ont 2,5 sur Allociné, je m'en fous, je persisterai à dire qu'il fallait mettre 5, tu vois. Et sur Sens Critique, il a 7,6 sur 10 de moyenne, donc c'est plutôt pas mal. Et si vous souhaitez voir le film, il est dispo sur les plateformes Viva, Orange, Canal VOD, Univers Ciné, Arte Boutique, et après, il est dispo en Blu-ray et DVD, bien sûr. Donc voilà. Donc je sais pas si après t'as quelque chose à rajouter par rapport au film. Non, je pense que c'est je pense que tout est dit. Qu'on vous le recommande, évidemment, c'est assez clair. C'est assez clair de ce point de vue-là. Après, en termes de, souvent on dit, est-ce qu'on te le conseille si t'aimes quel film? On va quand même dire que c'est un drame / thriller psychologique. Pour moi, c'est clairement ça. Oui, je pense que ça ne manquera pas d'émouvoir. Les personnes qui n'ont pas vécu cette situation, mais je pense que pour les gens qui ont vécu la situation, peut-être même qu'il est un peu rude. Oui, je pense que pour ceux qui l'ont vécu, c'est très compliqué à gérer, et pour ceux qui l'ont pas vécu, heureusement comme moi, j'ai pas connu ça dans mon entourage ou autre, j'ai vraiment pas envie de connaître. Enfin, j'avoue que j'ai fini le film en me disant j'espère que jamais je connaîtrai ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est en ça qu'il est puissant, et puis c'est pour ça que j'aime le cinéma, entre autres, c'est que vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça te donne un point de vue différent sur le monde, et ça te permet parfois de comprendre certaines choses qui te sont arrivées ou qui sont arrivées à des proches, et tu te dis je comprends un peu mieux certaines réactions, peut-être. Mais même sur la vieillesse, en fait, tu te dis des fois, tu sais, on a un peu, des fois, papy, mamie, c'est pénible, faut leur répéter 10 fois les choses, tu vois, on a un peu ce réflexe de dire, ça peut devenir chiant, tu vois. Parce qu'en fait, c'est même pas méchant, mais je pense qu'au bout d'un moment, là, on le voit bien, le personnage d'Olivia Colman, elle est usée, quoi. Oui. Et alors, elle part à la fin du film, elle le laisse, c'est critiquable, mais c'est compréhensible aussi, en fait. Ouais, c'est très compliqué. Tu peux pas. Déjà, on n'a pas à la juger, on n'est pas à sa place. Non, on sait pas ce qu'on ferait. Ça, c'est voilà. Mais il se sent abandonné. Il a cette peur de l'abandon qui traîne tout le film. Et finalement, il a raison d'avoir cette peur de l'abandon parce qu'à la fin,
Est-ce qu'elle l'abandonne? Pas vraiment, mais il y a un peu de c'est ça. d'autant plus dur que voilà, après il appelle sa mère. Enfin, il est presque ramené à l'état d'enfant. Il est en fait, ramené à à la fin l'état du d'enfant, film. mais complètement. Je pense que est-ce que c'est conscient dans cette volonté de faire une espèce de boucle scénaristique aussi, qu'en fait il voit un peu la vie comme une boucle Zeller et que, enfin moi en tout cas c'est ma Puis, vision. ça montre que sa fille devient sa mère. Oui, voilà, Et exactement. c'est exactement ce qui arrive aux aidants, que ce soit Alzheimer ou n'importe quelle autre maladie. À un moment ou à un autre, les enfants deviennent les parents. Oui, et ça, c'est un peu ma vision personnelle de la vie, c'est qu'en fait, tu commences gamin, on doit s'occuper de toi, et tu finis, c'est horrible à dire, mais tu finis presque dans le même état que t'es né, en fait. On s'occupe de toi, on va t'assister médicalement, t'assister pour manger, enfin, pour toute ta vie, quoi, en fait. Et il y a ce schéma qui est assez... Enfin, moi, ça m'a ramené à ça, ça m'a ramené à cette peur, en fait... Je pense que alors là on parle sur ma vision des choses, hein. J'ai moins peur de la mort en fait dans la vie. J'ai moins peur de la mort dans la vie, c'est bizarre. J'ai moins peur de l'idée de la mort. Ce qui m'effraie plus, c'est l'idée de perte de contrôle complète. C'est-à-dire, je préférerais en fait qu'on me dise que demain, je sais pas moi, je vais avoir une mort, c'est brutale d'un coup, mais voilà, où j'aurai toute ma tête, que comme le personnage de Hopkins dans le film où il essaie de garder pied, il n'y arrive pas, il perd pied, mais il reste en vie en fait. Ouais, c'est presque pire. Je trouve ça pire. Enfin, c'est mon point de vue, je trouve ça presque pire. Et il m'a vraiment ramené à ça le film. Et je l'ai fini, je dis pas que j'étais mal comme je peux l'être après Aronofsky ou après d'autres films. Non, pas mal, mais. J'ai ce flottement de. Mais c'est bon, c'est en ça que c'est un très beau film, hein, c'est que voilà, ça ramène à la condition humaine. Complètement. Bon, que ça vous, enfin que ça vous oui, parce que là, on décourage pas un tableau, de le regarder. Non, c'est vraiment contraire, pas un film. C'est vraiment et il y a le côté thriller qui pour le coup est plus. Je sais pas si on peut dire que c'est divertissant, mais voilà, c'est vraiment pas dans le pathos, c'est vraiment pas appuyé. Donc ça, c'est pas un film que je catégoriserais comme un divertissement. Pour moi, c'est plus une réflexion sur une étude de. Mais pour Sloan, il est très agréable à regarder. Oui. Il reste, le temps passe vite, on s'ennuie pas. Puis surtout, c'est impossible de prédire comment les gens seront touchés devant, parce que ça dépendra. Est-ce qu'ils ont vécu ça, est-ce qu'ils ont connu ça? S'ils l'ont pas connu, est-ce qu'ils vont se projeter dans ce que ça peut être, comme moi je l'ai fait? Donc c'est typiquement un film. Je pense que il y en a qui vont rester stoïques devant et d'autres qui vont être émotionnellement. Tu crois qu'on peut rester stoïque devant ce film? Ouais, je pense qu'on peut. Ouais. Pour moi, le thème est tellement universel que c'est difficile de rester stoïque. Ça peut arriver à tout le monde, quoi, d'avoir un parent qui... Nous, on a cette vision du ciné très passionnée, on va accepter le contrat qui fait qu'un film va nous transporter. T'as des gens, même tu leur dis, t'as vu ce film, il est horrible, on s'en bat les steaks, c'est un film. Et... Ouais. On le comprend pas parce qu'on est trop dans le cinoche, tu vois, dans cette passion-là. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent rester hermétiques à n'importe quel film, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis... si vous qui nous écoutez, vous aimez le ciné sans plus, est-ce qu'il va vous plaire ou pas? J'en ai aucune idée. Ça sera plus est-ce qu'il va vous toucher en fait, concrètement. Bah déjà, moi personnellement, je pense que rien que pour la façon dont le film est construit et la prestation de Hopkins, rien que pour ça, il mérite quand même un petit coup d'œil. Mais complètement. Après, c'est jamais que mon avis. Écoute, c'est fini, je vais dire le petit mot de la fin. Le prochain film qu'on abordera, ce sera Joker de Todd Phillips dans le prochain podcast. On espère que vous avez apprécié nous écouter sur cet épisode. Et je sais pas si tu as un mot pour finir. Non, écoutez, profitez bien de la vie. Et regardez The Father. Voilà, et regardez The Father. Merci Marie. Merci RM. À bientôt.